L'information de 23h sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Le gouvernement rouvre des négociations avec les forces syndicales pour la signature d'une nouvelle trêve sociale. Un contrat qui permettra de poursuivre les progrès sociaux, encouragera les investissements privés, le dynamisme économique et l'efficacité de l'administration ivoirienne. 400 élus de l'Association internationale des maires francophones sont à Abidjan pour le 42e congrès de l'AIMF. La rencontre d'Abidjan est axée sur le climat, un plaidoyer pour un appui renforcé aux démarches environnementales des villes. Les représentants de l'association ont été reçus par le vice-président de la République. Et des victimes encore des pluies diluviennes. Après les fortes pluies de la nuit dernière, 2 enfants ont perdu la vie dans l'effondrement d'un mur sur leur habitation. Nous revenons sur les circonstances du drame dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Il l'a encore plus fortement la nuit dernière. Une nuit lourde durant laquelle il a été enregistré la montée des eaux dans plusieurs zones du district d'Abidjan, des éboulements de terre. Et d'ailleurs, 2 enfants ont été tués par l'effondrement d'un mur sur une maison dans le quartier Karena de la commune du Plateau. Leur mère est dans un état grave et a été prise en charge. Khalil Diomandé revient dans ce reportage sur les circonstances de ce drame. On regarde. Quartier Karena, commune du Plateau. Des populations attristées ce matin suite aux fortes averses tombées dans la nuit d'hier mercredi. Conséquence des intempéries, une mère et ses 2 filles, principales victimes. Les fillettes, âgées respectivement de 4 et 15 ans, perdront la vie suite à l'écroulement de la clôture de leur concession. Le constat fait avant notre arrivée sur les lieux. Cependant, Oscar, présent au moment du drame, nous compte les faits. En partant sur mon bureau pour charger mon portable, attendez, aidez-moi, aidez-moi. En même temps, je suis sorti, je suis cassé porte là. Et il a appelé mon jeune frère. C'est moi, c'était inattendu. Je rentre, je regarde, il n'y a rien. Mon pied marche son pied, elle a crié, mon pied, la boîte. Et le côté encore, je marche ta main. Elle est ma main. Dieu m'a donné une force. Amis, on a soulevé le morceau de briques là. On a soulevé, on l'a mis de côté. Basile, autre témoin, s'est lui aussi mis à pied d'œuvre au moment du sinistre. Quand je suis rentré, on a commencé à soulever les cailloux, les briques, tout ça. Maintenant, j'ai mon neveu, comme lui, il a l'habitude de rentrer. Il dit, les enfants là, ils dorment sur ce côté. Donc j'ai dit à mes amis, on a commencé à déterrer là. On a déterré. La première personne qu'on a trouvée, c'est la plus petite, 4 ans. C'était cabré. On l'a mis à côté. Juste à côté, vous voyez, c'est sa grande soeur, elle était couchée comme ça. Les corps des victimes ont été transportés par les pompes funèbres vers 11h ce matin. La mère, quant à elle, se trouve dans un état critique. Le message reste le même pour tous. Restez vigilants et libérez les zones à risque. Voilà des témoignages insoutenables. Restons donc vigilants. C'est un reportage commenté par Franck Quadio et nous sommes en pleine saison des pluies. Il faudra donc rester vigilants. Nous le rappelons, les prévisions de la Sodexam pour la journée de demain, un temps encore dominé par des pluies faibles à modérées avec par moments des orages. Restons à l'écoute du gouvernement, des pompiers et de la Sodexam afin d'éviter d'autres drames. Le climat était aussi un sujet d'actualité dans les activités de la présidence de la République ce jour. Mais dans un sens plus large, il s'agissait d'un sommet des maires sur le climat contre le réchauffement climatique. Un des principaux points abordés au cours d'un échange entre le vice-président de la République, Koné Tiemoko Mélié, et le maire de Paris, Anne Hidalgo. Le vice-président s'est aussi entretenu avec l'administrateur de la Côte d'Ivoire au Fonds monétaire international et 2 personnalités ont échangé sur la résilience économique de la Côte d'Ivoire face aux crises traversées et également le soutien du FMI à l'économie ivoirienne. Le détail dans ce résumé de Awa Touré. Après la COP 15 dédiée à la lutte contre la désertification, la COP des villes, un sommet international des maires sur le climat, initié par l'Association internationale des maires francophones, se tient à Abidjan les 1er et 2 juillet. La présidente de cette organisation, Anne Hidalgo, maire de Paris, reçue par le vice-président de la République, Tiemoko Mélié, Koné. L'occasion de faire le point sur l'Assemblée générale de l'association et la lutte contre le changement climatique.
climatique. Les villes ensemble ici à Abidjan pour apporter des solutions sur les questions relatives au changement climatique et pour porter un plaidoyer. Nous ferons une déclaration à l'issue de cette rencontre avec les maires venus de tous les continents qui soient portés ensuite au niveau des États. Je voudrais dire que le choix d'Abidjan ne doit rien au hasard. D'abord, nous sommes ici en Côte d'Ivoire, dans un pays où le président Alassane Ouattara a porté des projets, une prospérité, a porté aussi la paix dans ce pays. Et dans ce pays fonctionne aussi une grande ville, Abidjan, qui sert de référence. L'administrateur de la Côte d'Ivoire au Fonds monétaire international FMI, en visite de consultation, est venu féliciter le gouvernement pour la résilience de l'économie ivoirienne face à la pandémie de Covid-19. Il a par la suite abordé avec le vice-président Thiemoko Méliette Koné les voies et moyens de faire face aux récentes crises, notamment alimentaires et énergétiques. Nous avons constaté que les Ivoiriens et les autorités ivoiriennes ont pu mener une politique vraiment ajustée sur la crise et taillée pour la crise, et nous espérons que cette politique continue à l'avenir. Et aussi, le Fonds monétaire international est prêt à accompagner le pays dans un programme qui pourrait mener encore plus le Côte d'Ivoire pour être un des leaders du pays de l'Afrique. Vous savez, actuellement, tout le monde se regarde vers l'Afrique et espère que la croissance soit au rendez-vous. Pour le Côte d'Ivoire, vous êtes déjà à 7%. L'administrateur de la Côte d'Ivoire au FMI a par ailleurs réaffirmé la détermination de l'institution financière à accompagner le pays dans ses efforts de développement. Et nous revenons sur cet événement, sur le climat. Le maire de France, de Paris, en France, Anne Hidalgo, est donc présente à Abidjan pour le 42e congrès de l'Association internationale des maires francophones. L'événement réunit 400 élus venus de 38 pays pour organiser la lutte contre le changement climatique, suivant ce développement de Issaïeo. Palais de la culture de Treichville, salle François Louga. Ouverture de la 42e Assemblée générale et de la première COP des villes de l'Association internationale des maires francophones, AIMF. Exécution de l'hymne national et prestation du Zaouli, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Tout en souhaitant la bienvenue aux 800 délégués de l'AIMF dans sa commune, le maire de Treichville, Albert François Amicha, s'est réjoui de son choix pour abriter cette rencontre internationale. Pour le ministre-gouverneur Robert Begremambé, l'objectif de l'AIMF est de faire en sorte que l'urbain soit au service de l'humain. L'objectif visé, c'est d'avoir des mesures de conclusion pratiques pour aller sur le terrain, parce que les populations attendent des actions concrètes pour protéger les populations contre les aléas climatiques. Et la chance que nous avons, c'est d'être ensemble avec les autres maires pour partager les expériences, de sorte à ce que notre voix porte auprès des bailleurs de fonds. Appréciant l'accueil réservé aux maires francophones, Anne Hidalgo, maire de Paris, présidente de l'AIMF, indique que la structure qu'elle dirige répond aux besoins de la francophonie. Une réunion de l'AIMF, comme les réunions de l'AIMF, avec de la chaleur, de la fraternité, du contenu, du concret, des actions, puisque nous sommes là pour décider de programmes très concrets sur tous les continents avec les villes qui sont membres de l'AIMF, le réseau francophone qui est un réseau puissant, qui est un réseau actif, qui est un réseau qui vit très très bien. Pour le ministre d'État, Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre, cette autre rencontre est non seulement un partage d'expérience, mais surtout montre bien que la Côte d'Ivoire a amorcé son développement sous le leadership du président de la République Alassane Ouattara. 10 ans après, vous êtes de retour à Abidjan, cette fois-ci dans un contexte nouveau. La Côte d'Ivoire en chantier, sur la voie du développement et en plein essor économique pour tenir votre 42e Assemblée générale sur le thème
renouveler les liens entre la nature, les sociétés humaines et les villes, une voie pour maîtriser les risques et conjurer les peurs. Ce 42e congrès de l'AIMF et de la COP des villes va durer 3 jours en terre ivoirienne. Et voyons cet autre point, une de l'actualité ivoirienne, le lancement du dialogue social ce 30 juin par le Premier ministre Patrick Achi. Les forces syndicales et le gouvernement sont en phase de négociation pour la signature d'une nouvelle trêve sociale. Selon le chef du gouvernement, la première a représenté près de 357 milliards de francs CFA de mesures financières pour les travailleurs. Le nouveau contrat permettra donc de poursuivre la vision 2030 du chef de l'État en termes de progrès sociaux. Grace Kando. Le Premier ministre Patrick Achi, en présence de plusieurs membres du gouvernement et des organisations syndicales, reçoit des mains de la ministre de la fonction publique la matrice des revendications nouvelles, le chronogramme de discussion et le bilan de la trêve sociale 2017-2022. Sur les 9 points d'accord, 6 ont été entièrement réalisés d'un coût de plus de 327 milliards de francs CFA. Il s'agit entre autres de la révision de la réforme de 2012, des régimes de pension gérés par la Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-SEGRAE, de la revalorisation indiciaire par l'État pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière, de 150 points pour les catégories A et B et 100 points d'indice pour les catégories C et D, et du paiement depuis 2018 de 78% du montant du stock des arriérés. Sur ce point, il convient de préciser qu'à fin décembre 2022, l'État aura versé aux fonctionnaires concernés la somme de 194,9 milliards de francs CFA. Le reste, soit 54,6 milliards de francs, devra être apuré à fin décembre 2026 au plus tard. Des efforts fournis par le gouvernement, quelques manquements sont cependant relevés du côté des organisations syndicales. Certains acteurs parmi les forces syndicales n'ont, hélas, pas toujours su respecter leurs engagements. Et l'esprit même de cette trêve qui nous relie et nous honore, puisqu'en effet, nous avons pu constater à regret des faits de grève sur cette période où le dialogue se devait pourtant de toujours surmonter les tensions et de toujours prévaloir sur le blocage. La rencontre a été également marquée par le lancement officiel par le Premier ministre des nouvelles négociations avec les organisations syndicales du secteur public. Nous avons listé environ 400 revendications syndicales. Elles ont été classifiées en 8 groupes. Le processus préparatoire pour obtenir les documents qui ont été remis à M. le Premier ministre a été un processus participatif, inclusif, qui s'est déroulé dans un climat de transparence, de démocratie et de convivialité. Concernant le processus de négociation devant aboutir à la nouvelle trêve sociale, il se déroule en 2 phases. La première phase des négociations que nous allons mener consistera à nous entendre sur le périmètre que nous allons ensemble négocier. Quels sont les sujets qui vous semblent importants parmi ceux-là? Et d'accord parti, au terme de cette première phase, nous allons tomber d'accord sur un certain nombre de points qui feront l'objet des négociations, de façon à ce que ces négociations soient rationnelles, structurées et garantissent dans un délai raisonnable que nous obtenions des résultats à la hauteur de nos attentes. Alors, s'ouvrira la deuxième phase des discussions que nous conduirons avec les organisations syndicales afin de nous permettre de finaliser les négociations dans le but de signer notre nouvelle trêve sociale. Le Premier ministre Patrick Achi souhaite que les échanges se déroulent dans la franchise, la transparence, l'écoute et le respect.
Dans l'actualité de l'Assemblée nationale, le projet de loi sur les politiques publiques a été adopté. La ministre du Plan du Développement était face aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières pour présenter un projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques. Selon Nialé Kaba, cet instrument permettra de contrôler l'efficacité de l'action publique. Le texte a été adopté à l'unanimité au cours de la séance en commission qui s'est tenue hier, mercredi 29 juin. À l'hémicycle. Au Sénat, à Yamoussoukro, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était face aux sénateurs. Un seul point à l'ordre du jour, le débat d'orientation budgétaire sur la période 2023-2025. Et grâce à une activité économique croissante, le budget sur la période va atteindre les 13 513,3 milliards de francs CFA. Sa mobilisation, son utilisation ont été expliquées au cours du débat en présence du président du Sénat. Le point de Kader Sogodogo. La loi organique du 5 juin 2014 relative aux lois de finances institue la tenue d'un débat d'orientation budgétaire au plus tard le 30 juin de chaque année. En se présentant ce 30 juin devant le Sénat et son président Jano Aoussou Kouadio, Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, est en phase avec la loi. La programmation budgétaire 2023-2025 prend en compte le Programme national de développement PND 2021-2025. Les montants sont connus. 11 272,1 milliards de francs CFA pour l'année 2023. Au titre de l'année 2024, 12 876,7 milliards de francs CFA. En 2025, on enregistrera 13 513,3 milliards de francs CFA. Comment mobiliser ces ressources? Et sur la période 2023-2025, ces ressources resteraient dominées par les ressources intérieures, à savoir les recettes fiscales, les recettes non fiscales, les ressources de trésorerie ou emprunt programme et emprunt projet, qui représenteraient en moyenne 80% de l'ensemble des ressources. À quoi servira l'argent? La structure des dépenses budgétaires ferait ressortir une prédominance des dépenses d'investissement de l'ordre de 38,8%, suivi des dépenses de personnel pour 25,6% et des charges financières de la dette publique hors remboursement des capitales pour 15,2%, ainsi que des achats de biens et services pour 10,5% et des transferts pour 9,9%. Santé, éducation, routes, emploi, eau potable, etc. Tout y passe. La gestion saine des finances publiques se veut une marque à déposer du gouvernement ivoirien. Question, échange. Les sénateurs voulaient en savoir davantage. Moussa Sanogo est dans son domaine. Il a répondu présent. La séance a été close avec un sentiment de satisfaction générale. À Paris, l'éducation a été sujet de discussion entre décideurs à l'occasion du pré-sommet sur la transformation de l'éducation. Les travaux ont été conclus ce jeudi et la Côte d'Ivoire y a présenté les réformes initiées pour améliorer le système éducatif ivoirien. On fait le point de la participation ivoirienne à ces assises avec Michel Digré depuis Paris. Au cours de ces 3 jours de débat, la ministre Mariatou Kone a été sur tous les fronts pour partager l'expérience ivoirienne. Permettre aux enfants non scolarisés qui ont entre 9 et 13 ans de pouvoir, grâce à une formation accélérée, intégrer le système formel. Les États généraux de l'éducation ont aussi focalisé les attentions. Le processus de concertation nationale a duré 9 mois et a révélé une aspiration profonde des populations de voir les missions et les finalités de l'école être adaptées aux exigences liées à l'évolution de la société ivoirienne. Ici, Mariatou Kone échange avec la délégation du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus au nom des jeunes de Côte d'Ivoire prendre part à ce pré-sommet pour faire entendre la voix des jeunes comme tous les autres jeunes du monde, pour parler d'éducation, pour parler d'emploi. Il a été décidé d'associer les jeunes pour qu'ils comprennent dès la base, dès le départ, ce que nous sommes en train de faire et où nous allons. Un pré-sommet au pas de course qui aura permis à la Côte d'Ivoire de démontrer ses atouts en matière de réforme pour une transformation du système éducatif ivoirien.
Nous passons à présent au point Covid de ce jour. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle enregistre ce 30 juin 154 nouveaux cas Covid-19, 48 nouvelles guérisons et 0 cas de décès notifiés. Sachez qu'également au moins 14 829 988 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur le territoire pour lutter contre le virus. Dans l'actualité politique, un sommet auquel participe le RHDP à Sofia, la capitale de la Bulgarie. Elle accueille la 63e édition du congrès de l'Internationale libérale. Le RHDP, membre depuis 2003 à travers le RDR, participe à ces assises qui se tiennent du 30 juin au 3 juillet 2022. L'objectif, c'est d'apporter des réponses efficaces à des problématiques mondiales telles que la guerre en Ukraine, les conflits en Afrique, les pandémies. L'ordre mondial est menacé selon les libéraux et ce congrès marque aussi le 75e anniversaire de l'organisation. Il s'agira de faire la promotion du libéralisme et de ses valeurs. Le dossier de ce journal revient sur un événement qui a fait revivre la mémoire d'un des leaders du panafricanisme, Patrice Lumumba, le 30 juin 1960, jour de la proclamation de l'indépendance de l'ex-Congo belge. Patrice Lumumba entre dans la légende avec un discours contre le racisme des colons. À la mi-septembre de cette même année, il est renversé par un coup d'État et exécuté le 17 janvier 1961. Son corps dissous dans l'acide. Les restes de lui, notamment une dent, ont été restitués et plus de 61 ans après sa mort, une dépouille restituée du père de l'indépendance congolaise a restitué à sa famille et à son pays par la Belgique, suivant la chronologie de cet événement historique par Alexis Ouedraogo. Il repose désormais auprès des siens. Patrice Lumumba a été inhumé ce jeudi à Kinshasa, au terme d'un pèlerinage de 9 jours dans son pays. Plus de 60 ans après, je te réponds enfin pour te dire que ton retour à la maison, les honneurs que tu reçois ici, sont une page de l'histoire que tu continues d'écrire. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil du 30 juin. Jour sacré de notre libération du joug colonial. Vous êtes pour nous, nationalistes congolais, et pour les peuples progressistes disséminés ailleurs dans le monde, le symbole de la lutte pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté des peuples. Tout commence le 20 juin dernier. La Belgique restitue la dent de Patrice Lumumba, assassiné il y a plus de 61 ans. La cérémonie est chargée d'émotions. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Le corps de Lumumba dissous dans de l'acide n'a jamais été retrouvé. Il aura fallu plusieurs décennies pour découvrir que des restes humains avaient été conservés en Belgique. La dent est saisie en 2016 par la justice chez la fille d'un policier belge ayant participé à la disparition du corps après l'assassinat. Contenue dans un coffret, cette dent de Lumumba est placée dans un cercueil qui a été remis aux autorités congolaises en présence de ses enfants et de leurs familles. Au-delà de la République démocratique du Congo, c'est tout un continent, l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils. La dépouille de Lumumba va rejoindre un mémorial à son nom à Kinshasa.
Une restitution qui ouvre une ère nouvelle dans les relations entre la RDC et la Belgique. On a le relique de notre héros national et on peut dire même au niveau africain, c'est un panafricaniste. On nous l'a rendu et aujourd'hui on est en train de l'accompagner. Il va jusqu'au pays et c'est juste exceptionnel. C'est impossible qu'on ne peut pas ne pas être là. Je suis remplie d'émotions et je ne sais pas quoi dire, vraiment. Dans un discours retransmis en direct à la télévision, le Premier ministre belge Alexander De Croo renouvelait les excuses de son pays pour la responsabilité morale dans cette disparition. Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Et je répète à nouveau, en ce jour officiel d'adieu de la Belgique à Patrice Emery Lumumba, je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier Premier ministre du pays. Des regrets portés par le roi Philippe lors de sa récente visite en RDC. Il exprimait ses profonds regrets pour les blessures de cette période coloniale. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Le cercueil de Patrice Lumumba est arrivé mercredi dans son pays. Des cérémonies à Onalua, le village qu'il a vu naître, sont en cours ces 48 heures avant un périple qui s'achèvera le 30 juin à Kinshasa. Le papa a sacrifié sa vie à cause des Congolais. Et puis nous demandons aussi au gouvernement belge de faire un geste historique que nous devons, de génération en génération, peuvent voir. Mes yeux ne voient plus. Je ne sais plus marcher. Mais je suis très contente de savoir que le corps de notre fils est revenu. Tout Premier ministre de l'ancien Congo belge devenu indépendant en juin 1960, Patrice Lumumba a été renversé dès la mi-septembre de cette même année par un coup d'État et exécuté le 17 janvier 1961 avec deux frères d'armes, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Patrice Lumumba avait 35 ans. Voilà, l'histoire de l'Afrique et du panafricanisme continue de s'écrire. C'est un dossier que vous pourrez revoir sur rti.info. Parlons de religion. Chaque année, des millions de musulmans se rendent à la Mecque pour effectuer le Hajj, un des 5 piliers de l'islam. La plupart des pèlerins ivoiriens ont achevé le séjour de 3 jours à Médine. Ils ont rallié la première ville sainte de l'islam, la Mecque. Le parcours répond à un rituel très précis. Le premier rite du Hajj est la Umrah. Il s'agit de nourrir les intentions de s'engager immédiatement dans les usages du pèlerinage. Mahama Traoré et Abdulaziz Ganiyou, nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite, expliquent ici la pratique dans ce reportage. On regarde. C'est l'heure d'aller désormais affronter les rites du pèlerinage pour ces musulmans venus d'Abidjan. Avant de sortir de la ville sainte de Médine, il faut se mettre en tenue de sacralisation, c'est-à-dire se vêtir de 2 morceaux de tissu blanc, sans sous-vêtements, ornements et parures pour aller accomplir la Umrah, le petit pèlerinage. Cette adoration, qui constitue la première étape du circuit cultuel du Hajj, s'effectue dans la sainte cité de la Mecque. Mais au préalable, il faut en formuler l'intention après 2 unités de prière dans cette mosquée située à la sortie de Médine. En route, comme à l'arrivée, les candidats au Hajj ne font que prononcer des formules de louange. La Umrah s'accomplit ici, dans l'immense mosquée de la Mecque. C'est le premier lieu saint de l'islam parce qu'il abrite la Kaaba, cette maison sacrée de forme cubique d'une importance capitale pour chaque croyant. On a l'habitude de prier en direction de la Kaaba, mais aujourd'hui, être en face, franchement, je me trouvais dans un autre monde, quoi. Voilà, je ne croyais pas. 2 étapes essentielles fondent la Umrah. Le tawaf ou la circumambulation qui consiste à faire le tour de la Kaaba 7 fois,
Puis la marche entre les monts Safa et Marwa, cette fois également pour imiter l'épouse du prophète Ibrahim qui était à la recherche d'une source d'eau en plein désert pour son fils Ismaël. Par endroits, il faut accélérer la marche tout en gardant une posture spirituelle de méditation en récitant des formules d'exhortation et de bénédiction. Je suis venu aujourd'hui me consacrer à mon Seigneur. Aujourd'hui, Dieu m'a facilité. Venir aujourd'hui manifester ma foi vis-à-vis de mon Créateur. Donc c'est un sentiment de joie, un sentiment de réjouissance et un sentiment de remerciement à l'endroit de mon Seigneur. C'est inexplicable, je ne peux pas l'expliquer. Ça me donne même des frissons, je veux même pleurer parce que ce n'est pas possible. Ça sera tous les jours pareil quand on passera par là. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. C'est-à-dire on est en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala, en train de louer la grandeur de celui qui nous a créé, qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Donc on ne sent même pas le kilométrage qu'on fait. Prochaine étape du Hajj après la Umrah, le jour de la station du mont Arafat. Ce sera le vendredi 8 juillet prochain, date indiquée suite à l'observation du croissant lunaire en Arabie Saoudite ce mercredi. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler de sport, basketball. Les éliminatoires du mondial 2023 démarrent demain du 1er au 3 juillet prochain. Le Palais des Sports de Treichville va vibrer au rythme des qualifications de la zone Afrique de la Coupe du Monde de basketball qui se disputera en 2023 en Indonésie, aux Philippines et au Japon. Mais bien avant l'échéance de cette troisième fenêtre des éliminatoires du mondial de basketball, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nagbané-Koné, par ailleurs président d'honneur de la discipline, a offert un déjeuner aux éléphants basketteurs avant le début de la compétition ce vendredi 1er juillet au Palais des Sports de Treichville. Voilà, bonne chance à nos basketteurs. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI1.